Au sommaire de cette édition, au Zimbabwe, les conclusions sur les violences post-électorales seront publiées dans une semaine. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le président Emmerson Mnangagwa. En prison depuis mars 2017 pour escroquerie portant sur des deniers publics, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, sera fixé sur son sort le 20 décembre prochain. Et puis la CGT a marché ce vendredi en France pour réclamer la hausse effective des salaires. Cette marche a été suscitée par les concessions avancées par l'exécutif cette semaine. Jean Bienvenu est un ancien proche de l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2008, il a dû quitter Kinshasa, sa ville natale, pour fuir les autorités. Il fait partie des 15 000 réfugiés de RDC à s'être installés au Congo-Brazzaville. C'est très dur parce que regarder Kinshasa et ne pas avoir cette possibilité d'y revenir, c'est pas facile, D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 740 000 Congolais ont fui les différents conflits dans leur pays. À la différence d'autres réfugiés africains, ils ne se tournent pas vers l'Europe mais vers les pays voisins, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie, Angola. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de Congolais. Ils vivent dans des conditions difficiles dans des camps autour du lac Albert. Jérôme vit ici depuis qu'il a 9 ans. Il a très peu d'espoir de voir la situation changer à court terme dans son pays d'origine. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour ensuite devoir revenir m'installer ici à cause de la guerre. D'autres ont choisi de s'installer pour de bon dans leur pays d'accueil, comme ici à Lusaka. Bernard-Pierre-Marie Lukungu habite la capitale zambienne depuis 1993. Comme beaucoup ici, il n'attend rien des nouvelles élections de décembre. Nous sommes presque 25 000. Et si les choses tournent mal, nous avons très peur que beaucoup de personnes veulent rentrer en Zambie. Et nous ne voulons pas de cela parce que ça va déstabiliser ce pays. Nous ne voulons pas de cette situation. La crise a également provoqué le déplacement de 4,5 millions de Congolais au sein de la RDC, des réfugiés dans leur propre pays. Si pour certains les élections présidentielles du 23 décembre sont synonymes de changement, pour d'autres, l'espoir de voir leur pays en paix reste maigre. À quelques jours de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement et du candidat de la majorité a accusé ce vendredi le candidat d'opposition, Martin Fayulu, d'appeler au chaos et à l'insurrection dans sa campagne électorale. Non, M. Fayulu a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir, pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne, il prépare la contestation. Il prépare une crise post-électorale. Et nous l'attendons au tournant. Le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour élever le niveau de sécurité dans et autour des installations de la Commission électorale nationale indépendante. Lambert Mende tenait son point de presse au lendemain de l'incendie d'un entrepôt de la Commission électorale à Kinshasa, où ont brûlé 80% des machines à voter destinées à la capitale, selon la commission électorale. Il est possible qu'il s'agisse d'un accident, mais la police scientifique est convaincue, selon les premières indications qu'elle a relevées sur terrain, que ce soit un incendie qui a été allumé par une main criminelle. Et donc nous attendons les... Martin Fayulu est le candidat de la coalition Lamuka, soutenu par l'ex-gouverneur du Katanga en exil, Moïse Katumbi, et l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba. Dans sa campagne, Martin Fayulu a indiqué qu'il veut participer aux élections, mais sans la machine à voter, des machines électroniques retenues par la commission électorale, mais que l'opposant soupçonne de favoriser la fraude. La présidentielle doit organiser la succession du président Joseph Kabila, qui ne peut pas se représenter pour un 3e mandat, selon la Constitution.
Le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a affirmé ce vendredi que les conclusions de la commission d'enquête sur les violences post-électorales du 1er août seront rendues publiques la semaine prochaine. Pour sa part, le mouvement pour le changement démocratique s'oppose au travail de cette commission en affirmant qu'elle est composée de partisans connus de la ZANU-PF et qu'elle vise à cacher la vérité. J'exhorte les membres du parti à ne pas se laisser décourager par ceux qui continuent à diffuser des rumeurs agaçantes. Ce n'est pas au programme de la ZANU-PF de faire un gouvernement d'unité avec l'opposition. Après avoir voté lors de l'annonce des résultats, nous avons vu de la violence à Harare. Nous condamnons cette violence. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements à Harare avant la proclamation de l'élection contestée d'Emmerson Mnangagwa au premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Nelson Chamisa, le candidat de l'opposition. Le président a imputé la responsabilité de ces manifestations violentes au parti de l'opposant Nelson Chamisa, le mouvement pour le changement démocratique. Des gradés de l'armée ont aussi affirmé à la commission que les soldats n'avaient pas tiré contre les manifestants. Pour mémoire, l'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants et cet événement sanglant avait particulièrement terni ce premier scrutin de l'ère post-Mugabe qu'Emmerson Mnangagwa avait présenté comme un nouveau départ après des décennies de répression. La date a été fixée juste un mois après que nous ayons échangé les mémoires. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une précipitation sans précédent dans le dossier Khalifa Ababakar Sall, d'autant plus que dans les jugeages, dans les pratiques de la Cour suprême, le délai normal de traitement d'un dossier est de 9 à 12 mois. Depuis le début, nous avons dit que dans l'affaire Khalifa Ababakar Sall, la justice était instrumentalisée. Aujourd'hui encore, avec cette accélération, c'est une preuve de plus que le but poursuivi, c'est tout simplement d'empêcher Khalifa de participer à ces élections à travers une procédure judiciaire. C'est vrai que le 24 décembre approche, ça va faire 2 ans qu'elle est otage. C'est un moment magique, le Noël, c'était symbolique, la famille, etc. Donc oui, c'est un appel, c'est un énième appel, mais c'est le plus fort, c'est le plus humain, c'est le cri du cœur. On peut la sortir, il faut la sortir. Monsieur Macron, faites ce beau geste, donnez-nous quelque chose une bonne nouvelle. Là, en ce moment, on a besoin. Ce qui est sûr, c'est que c'est Monsieur Macron qui détient le destin de ma mère dans ses mains. C'est lui qui décide de sa vie ou de sa mort. Et je peux pas imaginer qu'on tombe du mauvais côté. On doit forcément, elle doit sortir de là. Cette histoire doit se finir par la liberté. Mon téléphone, moi je réponds à tous les appels. Je rappelle parfois des numéros qui m'ont appelé. Donc je n'ai pas de nouvelles du Quai d'Orsay. Je ne sais pas. Ils pensent ce qu'ils pensent. En tout cas, ils ne m'ont pas formulé qu'ils étaient en colère après moi, mais bon, ils sont manifestement, ils font autre chose. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'ils font. Totalement différente. C'est la zone d'influence de la France. Nous avons une présence militaire. Nous avons des affaires, une influence économique, une influence politique, diplomatique, pas seulement au Mali, mais dans toute la région. Le président Macron est très écouté, très apprécié, très respecté. Il suffit qu'il le veuille pour trouver la solution avec son équipe. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais je sais que lui peut la trouver, parce qu'il a les éléments et il a le pouvoir. Et je sais qu'il peut faire que sa décision et sa stratégie deviennent actes. Michel Sidibé se donne jusqu'au mois de juin 2019 pour quitter la tête de l'ONU-SIDA. Le directeur exécutif de l'Agence des Nations Unies, créée en 1994 pour coordonner les programmes de lutte contre le sida,
a opté pour un départ anticipé après la publication d'un rapport accablant sur sa gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle. D'origine malienne, l'homme, qui est en poste depuis 9 ans, quittera 6 mois avant la fin de son mandat. En effet, cette institution traverse la pire crise de son histoire depuis le dépôt d'une plainte pour agression sexuelle à l'encontre d'un ancien chef adjoint, le Brésilien Luiz Loures. La décision du départ annoncé de Michel Sidibé, qui sonne comme une concession, intervient alors que la Suède, important contributeur au budget de l'ONU-SIDA, s'est joint au concert des critiques des activistes en réclamant son départ. Cette décision vient également dans un contexte où le Conseil de coordination du programme ONU-SIDA, présidé par le Royaume-Uni, est réuni depuis mardi à Genève pour notamment examiner le rapport du groupe d'experts indépendants chargé d'enquêter sur les accusations de harcèlement, y compris sexuel, au sein du secrétariat de l'agence. Un rapport dont les conclusions sont accablantes pour Michel Sidibé, accusé de ne pas prendre ses responsabilités face à une culture de l'impunité et d'entretenir un culte de la personnalité. Ce qui fait dire à l'association Code Blue que Michel Sidibé ne mérite pas de partir selon ses conditions et son calendrier. Pour cette association, le refus de limoger Michel Sidibé équivaut à un défaut de leadership de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mobilisation ce vendredi des militants de la Confédération générale du travail CGT à Paris, quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron qui prévoit notamment une hausse de la rémunération des salariés du SMIC sans mettre à contribution les entreprises. Ces militants ont battu le pavé autour d'un mot d'ordre, tous mobilisés pour le libre accès à l'éducation, l'emploi, les salaires, les services publics, la retraite par réparation. Le président de la République n'a rien lâché pour les SMICards, il a augmenté la prime d'activité, il n'a pas augmenté le SMIC. Et vous savez que le SMIC, c'est-à-dire le salaire, ce sont les patrons qui payent. La prime d'activité, ce sont ceux qui ont un petit peu qui donnent à ceux qui n'ont rien. Cette marche, organisée dans un contexte où la CGT semble déboussolée par le mouvement des Gilets jaunes, a démarré à la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. C'est bien qu'il y ait des actions collectives avec des gilets jaunes, des gilets rouges ou des gilets bleus, peu importe, mais on a retrouvé le sens de l'action collective. Maintenant, ces actions collectives, il faut qu'elles puissent converger et en même temps, même si c'est difficile, il faut faire en sorte que ce soit le patronat qui paye, parce que sinon, on ne sera pas efficace. Plusieurs autres syndicats se sont joints à ce mouvement, notamment la FESU, premier syndicat de l'éducation nationale, et l'UNEF, dont les étudiants et élèves se sont massivement mobilisés.